écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Nouveau podcast Histoire, les amis, toujours sur Radio Ma'arif avec Si Ahmed Skounti, qui est professeur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, qui va nous parler aujourd'hui justement du patrimoine. Donc, il y a une certaine forme de logique dans le choix des intervenants. Bienvenue à vous. Merci Sereda. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ma'arif. Qu'est-ce que le patrimoine ? Le patrimoine, la définition à laquelle je me réfère souvent pour définir le mot patrimoine, elle est donnée par un anthropologue américain qui s'appelle James Clifford. Il dit du patrimoine que c'est une tradition consciente d'elle-même. Bon, c'est une définition un petit peu difficile. Un petit peu trapu. Trapu, tout à fait, épaisse. Il faut vous dire par ailleurs qu'on fait des podcasts de foot, alors il faut être plus simple avec nous, s'il vous plaît. Oui. Alors, une tradition consciente d'elle-même, c'est-à-dire, si on prend, par exemple, l'art des Gnawa. Ah, je suis plus à l'aise. Les Gnawa, ils font leur lila tranquille chez quelqu'un. Et voilà, on fait de la trance, on fait de la musique, on égorge un petit peu. On égorge un petit peu, on passe du bon temps. Voilà, exactement, on danse. On se libère des tensions, toutes sortes de tensions intérieures. On a une fenêtre d'ouverture dans une société un peu conservatrice, on va dire. Voilà. En particulier pour les lilas de femmes. Donc ça, c'est une tradition. Oui. On parle de patrimoine à partir du moment où cette tradition devient consciente d'elle-même. Alors, elle le devient quand on parle du festival. Là, on passe à autre chose. On passe à un spectacle devant un public dans le cadre d'un festival, par exemple. Vous êtes en train de nous dire que la tradition Gnawa, très riche, puisqu'elle elle est immense, n'est pas un patrimoine si elle n'est pas mise en valeur par un festival. C'est ça ce que vous dites ? C'est pas une question de mise en valeur. C'est le moment où on se dit, tiens, il est intéressant de le montrer en dehors de son cadre. D'accord. C'est ça la conscience d'elle-même. Voilà, c'est ça. Donc déjà, typiquement pour les monuments touristiques, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient ça. Voilà, ça peut se dire de beaucoup d'autres choses. Ça peut se dire d'un objet qu'on va mettre dans un musée. Vous savez, des tagines, par exemple, ils se vendent partout. Mais si vous prenez un tagine et vous le mettez dans un musée, là, il devient conscient de lui-même. Il raconte une histoire. Le tagine. Oui. Il devient un objet sorti de son usage et investi d'une autre fonction. Alors, celle de montrer une culture, de montrer un usage, de montrer une histoire, de raconter une histoire. Qu'est-ce que le Maroc a dans le patrimoine universel, d'un point de vue strictement de classification ? Je crois que c'est la classification de l'UNESCO qui permet d'identifier des choses et de les placer au patrimoine universel de l'humanité, c'est bien ça ? Oui. Alors, il y a d'abord, au niveau national, on a identifié beaucoup de sites, de monuments, d'objets qui sont dans les musées, de traditions, de pratiques culturelles qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle le patrimoine marocain, ou une partie de ce patrimoine. Vous pouvez nous citer des exemples, juste pour qu'on comprenne un peu mieux ? De ce qui est inscrit par l'UNESCO ? Oui, par exemple. D'accord. Alors, parmi tout ce patrimoine qui est reconnu, identifié en partie par le Maroc, il y a 9 sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. C'est la Médina de Marrakech, la Médina de Fès, le site archéologique de Volubilis, la Médina de Tétouan, la Médina des Saouira, le Qsrait Ben Haddou, côté de Ouarzazate, la cité portugaise de Mazagan, Jadida, et la ville de Rabat. Entièrement. Pas toute la ville de Rabat, mais une partie à l'intérieur des murs, une partie de la ville historique et de la ville du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Coloniale, quoi. Oui, la partie coloniale, voilà. Donc là, pour le moment, on est dans les murs, c'est des bâtiments. J'ai oublié la Médina de Meknès également. Donc on a 9 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, essentiellement des Médinas d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est révélateur d'une politique, d'une vision du patrimoine sur laquelle il est intéressant de réfléchir. Il y a un village construit en terre, Ibn Haddou, un site archéologique, Volubilis. Donc ça donne une idée sur ce que la politique marocaine met en avant comme représentatif du patrimoine
Parce qu'évidemment, marocains au niveau international. C'est pas l'UNESCO qui vient choisir, c'est nous qui proposons. C'est pas l'UNESCO qui vient choisir. Nous avons choisi de proposer Tout à fait. des choses anciennes. C'est le Maroc qui a choisi, et principalement des médinas pour le représenter au niveau international. Pour des raisons, j'imagine, aussi touristiques. Oui, également. Est-ce qu'il y a des choses immatérielles qui sont classées dans cette catégorie? Alors, ça, c'est la Convention du patrimoine mondial, 1972. Il y a une autre convention, parfois les gens ils mélangent un peu tout ça. Une autre convention qui s'appelle la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a été adoptée par l'UNESCO en 2003. Mais c'est autre chose. D'accord. On parle du patrimoine immatériel. C'est différent. Et quel est notre patrimoine immatériel? Alors, le patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO comprend 7 éléments. Il y a d'abord l'espace culturel de la place Jemaa el-Fna, D'accord. à Marrakech. Donc c'est un espoir. Ouais. Le Moussem de Tantan, Mhm. le festival des cerises de Sfro, Mhm. la fauconnerie, Tabiyezd, dans la région de Jdida, chez le Gouassem. Oui. En tout cas dans cette région. Mais il fait partie de tout un réseau, parce que cette candidature sur Tabiyezd, qui est l'utilisation du faucon pour la chasse, fait partie d'une candidature beaucoup plus large, présentée par plusieurs pays, dont le Maroc, y compris les pays du Golfe comme les Émirats, voilà, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, en Asie, la République de Corée, la Mongolie, en Europe, la France, la Belgique, l'Espagne. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 21 pays où se trouve cette pratique reconnue De la chasse au faucon. de la chasse au faucon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part le faucon Les savoir-faire et les pratiques liées à Argan, D'accord. à l'arganier. On a la danse Taskiwin. Mais la danse Taskiwin, contrairement à tous ces éléments dont je viens de parler, qui sont inscrits sur ce qu'on appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Taskiwin est inscrite sur une autre liste qui s'appelle la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Menacé de disparition. Lorsqu'une pratique est menacée de disparition, il peut être présenté pour inscription sur cette liste et le pays doit tout faire pour la sortir de la zone de danger. Mais concrètement, comment on peut sortir une pratique d'une zone de danger? Par la formation, par le soutien financier des pratiquants? Enfin, Il faut élaborer ce qu'on appelle un plan de sauvegarde. Vous êtes tenu de le faire? On est tenu de le faire. D'ailleurs, dans la candidature, il faut le présenter. D'accord. Dans la candidature même, il faut présenter un plan de sauvegarde qui permette à une certaine échéance de sortir la pratique de la zone de danger. Ça a été fait pour Taskiwin et maintenant il y a un regain d'intérêt pour cette pratique. Je crois que vous avez travaillé sur le dossier Taskiwin. J'ai travaillé au tout début avec les initiateurs du projet, particulièrement Mohamed Mehdi, qui est originaire de la région, et les associations locales. Mais après, quand j'ai intégré l'organe d'évaluation à l'UNESCO, j'ai arrêté de collaborer parce que je ne pouvais pas être jugé parti. Bien sûr. J'ai envie de poser une question provocante. Tous les jours, il y a des pratiques qui disparaissent, j'imagine, à l'échelle de la planète ou à l'échelle des générations. Les choses changent. Pourquoi c'est important de préserver cette danse des Taskiwin? Qu'est-ce qu'on perdrait si elle disparaissait? Je connais la réponse, mais j'ai envie de vous écouter là-dessus, quoi. D'accord. Alors, ce n'est pas à nous, en tant qu'individus extérieurs à la pratique, qui disons que ça doit perdurer. Cette envie que ça perdure doit venir de ceux qui sont directement intéressés. Moi, je peux être intéressé à titre personnel, étant extérieur à la danse. Je peux me dire, oui, travaillant sur le patrimoine, je peux dire, oui, ce serait intéressant que ça perdure parce que je travaille dans ce domaine, etc. Mais si l'expression de cette envie vient de ceux qui sont directement concernés, là, il y a des chances que ça perdure et cette envie exprime quelque chose. Il dit quelque chose de ces gens-là qui ne sont pas prêts à perdre quelque chose qui fait leur identité et leur histoire, qui leur donne un sentiment de continuité. En l'occurrence, les Taskiwin, c'est dans quelle région? C'est le Haut-Atlas occidental. La candidature a commencé chez Irgitn, qui est une tribu dans la province de Taroudant, mais la pratique existe quasiment dans tout le Haut-Atlas occidental. Et pourquoi ça disparaissait? Parce que de ce que je vois, de ce que je crois savoir,
il y a énormément de traditions musicales ou chorégraphiques qui se portent bien chez nous, c'est-à-dire qui sont perpétuées, y compris par les nouvelles générations. Pourquoi celle-là s'est trouvée menacée? Ah ben ça, c'est une très bonne question et je renvoie les auditrices et les auditeurs au dossier qu'ils peuvent voir sur le site internet de l'UNESCO, le dossier qui a été préparé par le Maroc. Lorsqu'on le lit, ceux qui ont écrit le dossier ont identifié en premier une menace importante qui est identifiée par les gens de la région eux-mêmes. C'est une histoire qui remonte aux années 60. Félix Maura, un Français envoyé depuis la France pour chercher de la main-d'œuvre, pour les mines. Ah, c'est une question d'immigration. Voilà, pour les mines du Nord, pour les usines en France, etc. Et les gens dans la région identifient Félix Maura. Félix Maura comme responsable de la fin de leur danse. De la fin de Tezkiwin. Enfin, de la menace qui a pesé sur Tezkiwin. C'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Comment un problème de main-d'œuvre dans une mine de voilà, France met en péril une pratique culturelle. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que mais ils sont tous partis ou quoi? Les jeunes sont partis. D'accord. C'est-à-dire ceux qui étaient capables de perpétuer et de transmettre la danse sont massivement partis en France. D'accord. Ce qui a mis en péril, mais c'est pas la seule raison, bien entendu. Il ne faut pas être naïf. Oui. C'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons. Et l'exode rural, j'imagine. Il y a l'exode rural. Avant de partir en Europe. Il y a aussi la dépréciation de ces pratiques dans la société globale marocaine. C'est marrant parce que vous parlez de dépréciation en dehors de leur zone. La dépréciation, oui. Il n'y a pas eu de soutien parce que pour que ça continue, il faut qu'il y ait un intérêt. Si on dit tout ça, c'est archaïque, ça nous renvoie une image de nous-mêmes dans laquelle on ne veut pas se reconnaître. Et c'est le lot de beaucoup de pratiques culturelles au Maroc. Au niveau officiel, évidemment, les gens ne vont pas s'intéresser à quelque chose qui est dénigré dans les politiques publiques. C'est assez paradoxal, j'ai envie de dire, vu que vous avez raison, il y a énormément de ces pratiques culturelles qui sont dénigrées dans les politiques publiques, mais en même temps, c'est celles qu'on met en avant à l'international pour des raisons folkloriques, c'est-à-dire qu'il y a ce double discours, c'est-à-dire qu'on est content aujourd'hui d'avoir des Gnawa dans un beau festival et de les montrer au monde entier, mais en même temps, ces gens-là ont longtemps été considérés comme une sous-culture, je pense qu'ils passaient pas à la télé dans ma jeunesse, et ils étaient rarement mis en avant quand le Maroc voulait montrer sa musique. Donc il y a une ambivalence là-dedans, un discours à l'extérieur, un discours à l'intérieur. Tout à fait, il y a une ambivalence et il y a surtout, à mon avis, une politique sélective. On a sélectionné certaines pratiques culturelles liées à des groupes qu'on appelle folkloriques. On les a promus, entretenus dans le cadre du Festival des Arts Populaires de Marrakech, par exemple, pendant de longues années, pendant 50 ans. Mais c'était une sélection. On a sélectionné certains groupes aux dépens de beaucoup d'autres, pour des raisons liées au tourisme, à la promotion d'une certaine image du Maroc liée à l'authenticité, ce qu'on appelle l'authenticité, entre beaucoup de guillemets, etc. Donc c'est une politique à la fois sélective et intéressée. Il y a aussi un jugement de valeur brut et simple, porté par nous-mêmes sur nous-mêmes, qui fait qu'on considère certaines musiques, pour rester sur la musique, vu que je connais un peu mieux le sujet, que certaines musiques sont dignes d'avoir le statut de musique et d'être exportées et montrées, et d'autres non. Il y a ce regard objectif, y compris de la part de la société marocaine dans son ensemble. Je pense par exemple à la musique andalouse, qui est qui a bercé toutes nos soirées devant notre unique chaîne de notre enfance, qui a, j'ai envie de dire, complètement éliminé toutes les autres formes de musique marocaine, en tout cas dans leur représentation officielle et publique. Tout à fait. Ça fait partie de ce que j'ai appelé la politique sélective. Vous avez la musique andalouse les jours de l'Aïd, les soirées télévisuelles, le ramadan, sur les avions de l'Aram. Bien sûr. C'est sélectif. C'est dans le cadre d'une certaine politique. Quel est le rapport des Marocains à leur patrimoine ? Alors, le rapport des Marocains à leur patrimoine est ambivalent. Lui aussi est ambivalent. D'un côté, il y a une sorte d'expression enflée de l'intérêt pour le patrimoine. Vous avez des exemples? J'ai du mal à voir ce que c'est qu'une expression enflée. Si vous demandez à n'importe quel Marocain ce qu'il pense des héritages du passé, on est quasiment certain que dans la majorité des cas, il va dire c'est important pour notre histoire, c'est dommage qu'on ne s'en occupe pas, etc. Oui, d'accord, verbalement. Verbalement. Donc il y a une sorte d'attachement, une déclaration d'attachement qui est... viscérale. Voilà. En tout cas, elle est là. En face, dans le quotidien,
Et dans la pratique, les choses sont différentes. Et on ne sent pas vraiment dans la pratique qu'il y a un attachement à ces héritages du passé. Mais ça commence à changer aujourd'hui. D'accord. Je sais pas, quand vous m'avez parlé, j'ai pensé tout de suite à notre patrimoine culinaire. Je pense qu'on y est tous très attachés. Il y a une véritable tradition culinaire au Maroc, j'imagine que je sais pas alors si on a des plats qui sont dans un patrimoine ou une classification. Enfin moi, si ça dépendait de moi, j'en mettrais beaucoup. Mais ce patrimoine-là, il est vivant, on est d'accord. Il n'est pas en train d'être déprécié ou en train de se perdre. Oui, le patrimoine culinaire, effectivement, il est important, il est vivant. En même temps, la société elle-même, et peut-être à travers la politique, est aussi sélective. Parce que beaucoup de choses se sont perdues. D'accord. Encore une fois, là, il y a eu une sélection. Il y a une sélection. On promeut certaines spécialités et les politiques publiques n'aident pas toujours. Par exemple, dans les restaurants, les hôtels, il n'y a pas beaucoup de place, finalement. Il y a beaucoup d'international, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de place pour la cuisine marocaine. Dans la formation, les instituts de formation du tourisme portent souvent sur les façons de faire d'aujourd'hui, contemporaine, cuisine internationale, etc. Il y a un institut à Touareg qui a été créé par Hassan II et qui fait la formation sur la cuisine marocaine, mais je crois que c'est le seul. Donc les pouvoirs publics marocains, si je comprends bien, ont sélectionné des éléments de nos patrimoines qu'ils souhaitaient mettre en avant et ils en ont, de par le fait, exclu d'autres. C'est bien ce que j'ai bien compris. Oui, on le voit dans toute la politique du patrimoine. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les médinas qui figurent sur la liste du patrimoine mondial. C'est les Marocains qui les ont choisis dans le cadre d'une politique. Est-ce que la liste aurait été différente si vous l'avez faite vous, par exemple? C'est-à-dire avec oui, un autre optique. Elle aurait été différente. Alors, si je l'avais faite moi-même, elle aurait été différente. J'aurais essayé. D'abord qu'il y ait un équilibre entre patrimoine culturel et naturel. On n'a pas de site naturel reconnu au niveau international. Des parcs naturels, des forêts, des réserves. Ce qui aurait permis de les préserver. Ce qui aurait permis de les préserver. Il y a des parcs nationaux. Ils sont protégés au niveau national. Mais on n'a pas de parc national inscrit sur la liste du patrimoine mondial, par exemple. Vous pensez auquel, par exemple? Comme ça, sans réfléchir. Le parc du Haut-Atlas oriental qui est réservé aux mouflons, le parc de Tazka, côté de Taza, le parc de Talassemtane à côté de Chefchaouen, le parc du Dragonnier dans la région de Tiznit, Tsaroudant, le parc du Toubkal par exemple. D'accord. Il y en a pas mal. Donc vous aurez rajouté de la nature au milieu de la construction. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'aurais été plus représentatif des patrimoines au niveau territorial. Parce que, en dehors d'Aït Ben Haddou, qui se trouve au sud de l'Atlas, tous les sites qui sont reconnus comme patrimoine mondial se trouvent au nord de l'Atlas. Il n'y a pas que le nord de l'Atlas au Maroc. Qu'est-ce qui manque au sud de l'Atlas que vous aurez rajouté? Imaginez que vous avez un grand tampon avec patrimoine. Mondial. Vous aurez tapé sur quoi avec votre tampon? Enfin, pas pour le casser, mais pour le préserver. Il y a des oasis. Il y a les oasis du Tafilel, les oasis du Dra, de Ouednoun. Il y a un travail sur le Ouednoun qui a commencé depuis quelques années. Il y a les dunes de sable. Chigaga. Oui. Chigaga, c'est... Merzouga. Il y a des ensembles d'architecture de terre. Dans le Haut-Atlas, il y a des architectures de pierre et de terre absolument originales. Aït Bougmaz, Aït Bouli, Aït Hadidou. Dans toutes ces régions, il y a des architectures très intéressantes. La vallée de Zaouia Hansal, où il y a une architecture remarquable, sans pareil au Maroc. Remarquable. Elle se trouve où? Zaouia Hansal, dans la région des Ilel. D'accord. Il y a des sites d'art rupestre dans le Sahara, à Ousserd, de Smara. Il y a des sites d'art rupestre qui remontent à des milliers d'années qui sont remarquables. Ils montrent des représentations qui remontent à plusieurs... Voilà, au niveau immatériel, qu'est-ce que vous avez rajouté à cette liste? Au niveau immatériel, quand on regarde aussi la liste de ce qui est inscrit sur les listes de l'UNESCO, à part le Moussem de Tantan, tout le reste, c'est dans la partie nord du Maroc. Donc j'aurais rajouté des choses un peu plus au sud. Les gens au Sahara sont fiers de la poésie. Hassani, à Zawan. Ils sont fiers de leur musique. Ils sont fiers de la poésie. Il y a certaines pratiques culturelles, culinaires, qui sont propres à cette région, comme la préparation, tous les mets à base de viande de dromadaire, par exemple. La façon de le cuire, la façon de le préparer, la viande salée, tshtar, ou la façon de préparer le couscous avec la viande de dromadaire. Les jeux traditionnels,
Il y a beaucoup de pratiques. Parce qu'on a des jeux traditionnels, vous pouvez en citer quelques-uns? Il y en a dans les régions du Sahara et un peu partout au Maroc, mais je pense que c'est une catégorie aujourd'hui très menacée. Des jeux? Et même dans certains cas, des jeux sont difficilement récupérables parce qu'ils sont supplantés par des jeux modernes et contemporains. Par les smartphones, disons-le clairement. Entre autres, mais pas seulement, mais par le football aussi. Ah, d'accord, vous parlez par des exemple, jeux. on parle des jeux. Et Pour vous, le football est moderne. Ça fait 100 ans quand même. oui, On n'est pas dans la même échelle. oui, comme, Enfin, vous 100 savez, au minimum. nous, Au Maroc, 100. nous, on est déformé par notre travail à l'Institut national des sciences de l'archéologie où on raisonne par milliers d'années. Vous savez, l'homme qui a été découvert à Jebel Yarhoud à 315 000 ans, c'est le plus ancien Homo sapiens de l'humanité. Quand vous avez ça en tête, 100 ans, Ouais. c'est quoi? Ouais. C'est la moitié de la dernière page d'un livre de 300 pages. Qu'est-ce que peut nous apprendre la moitié de la dernière page d'un livre qui en fait 300? Ah, mais oui, mais bon, vous savez très bien que dans la fin des livres, il peut y avoir des twists, Oui. des choses. Non, mais surtout, Une accélération de mais l'intrigue. surtout puisque vous avez parlé du football, le football c'est un jeu traditionnel Oui. qui est devenu Oui. un jeu international, moderne et contemporain. Chinois, d'après la dernière publication de la FIFA. Ah, pas anglais. Non, l'Angleterre, c'est le 19e siècle. Les Chinois avaient un championnat apparemment quasiment professionnel. Et c'est la FIFA qui a validé cette... Ça, Pas j'apprends très des... fort en histoire chinoise, je sais pas comment ça se Vous appelle. vous apprenez des choses. Ce que je dis des jeux peut s'appliquer à beaucoup de choses. À la musique, par exemple. Regardez la musique. Dans le conservatoire où on enregistre ici, quelle est la place des instruments traditionnels? Aucune. Rien. Quel est le jeu des airs traditionnels dans l'apprentissage de la musique et de la Rien. chanson? Non. Rien. C'est de l'informel. Voilà. Les jeux traditionnels, c'est pareil. Quelle est la place des jeux dans les complexes sportifs, dans le sport à l'école, dans les jeux scolaires? Rien. Rien. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces jeux? Parce que ce qui se passe pour tout ce patrimoine, en fait, c'est qu'il y a un moment où la transmission traditionnelle, Ne suffit plus. telle qu'elle se fait, elle s'essouffle. Oui. Ou ne se fait plus. Ou Ou alors elle atteint ses limites. Si les institutions de l'État, les institutions publiques en particulier, ne prennent pas le relais, ça va disparaître. Alors, il faut parler de musique. Moi, je pense qu'avec ce podcast, cette discussion très intéressante, ce que vous nous dites, moi, je pense qu'on touche à un point qui est un peu plus profond. On est effectivement dans un conservatoire de musique à Marrakech. Et effectivement, on y apprend des musiques classiques plutôt européennes. Et je peux vous dire, pour revenir à mon idée que ça dépassait largement ce cas-là, que si vous décidiez de faire un département Gnawa dans un conservatoire, je pense qu'y compris les Marocains trouveraient ça dégradant pour le conservatoire. Et là, on arrive à quelque chose on touche du doigt un problème que nous avons, qui est une sorte de complexe de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la conscience ou la fierté ou l'honnêteté de se regarder en face et de regarder ce qu'on a produit avec au minimum, même pas de la tendresse. C'est-à-dire, il y a souvent même du mépris. Voilà. Vous pouvez faire l'exemple, hein, si vous décidiez de faire un département Hawesh, je vous garantis que les Marocains eux-mêmes ne l'accepteraient pas. Parce que c'est une façon de s'élever, d'étudier la musique européenne et d'étudier les musiques traditionnelles, c'est une façon de stagner, voire de régresser. Dans l'image que nous avons de nous-mêmes, que je suis le premier à regretter, mais que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, c'est cette vision-là qui prévaut. De moins en moins, mais elle prévaut toujours. Je pense qu'elle recule, mais Oui. elle prévaut encore. Et elle prévaut encore, elle recule de plus en plus aujourd'hui, mais c'est aussi la responsabilité des institutions publiques. Et Mais qui sont dans la même vision. Et en particulier de l'école. Il faut réformer les programmes scolaires et les programmes de ce genre d'institut pour que la vision change. Quand je vois la simple introduction d'un brelé, donc une crêpe, je sais pas comment ça s'appelle en français, brelé, on a même d'ailleurs c'est son nom, c'est le brelé, voilà. Ça c'est vraiment regrettable. Une simple crêpe mise dans un manuel scolaire a créé une insurrection numérique. Donc j'imagine si vous voulez mettre des Gnawa au conservatoire, vous allez faire fondre Google, quoi. Oui, c'est regrettable. Moi, je n'ai pas mesuré. Moi, quand j'ai vu le débat sur Brérir, j'ai mesuré à quel point le mal était profond. Oui. Vraiment. Alors nous qui faisons de la musique, on s'en est rendu compte tôt. Oui, à propos de la musique. Oui. C'est clair. Mais je pense que l'État peut jouer un rôle important. Je vous donne un exemple dans le domaine de l'architecture. Vous allez dans n'importe quel village au Maroc, vous allez voir de l'architecture traditionnelle en terre ou en pierre
depuis plusieurs années maintenant des gens qui construisent aussi en dur, avec les matériaux conventionnels. Mais tous les bâtiments de l'État sont construits en matériaux conventionnels. Le béton, le ciment, etc. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'État dit aux citoyens, aux habitants du village, voilà, moi c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent? Limité, Eh bien, ils vont imiter l'État. bien sûr. On va se dire, tiens, si l'État construit en matériaux conventionnels, nous aussi on s'y met. Mais si l'État promeut les matériaux traditionnels, et aujourd'hui on en parle beaucoup dans le cadre du changement climatique, des ressources et du développement durable, si l'État a une autre politique, les gens sont au moins amenés à réfléchir et peut-être à changer d'attitude. C'est valable pour tout le reste. Si l'État a une politique claire en matière de préservation des héritages du passé, les gens vont changer d'attitude. Eh bien, c'est ce qu'on espère. Merci pour ces éclaircissements. C'est Ahmed Skounti, vous êtes professeur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Vous nous avez aidé à y voir plus clair sur le regard que nous avons sur nous-mêmes. Merci pour ce podcast. Merci Sereda. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.